D'entrée de jeu, c'est vrai que sécurité incendie, c'est pas un thème assez courant, surtout pour les institutions de microfinance. Parce qu'en général, quand on parle de sécurité incendie, directement, on pense au feu, comment prévenir les départs d'incendie, comment sauver les personnes en cas d'incendie. Mais ça commence d'abord déjà par la conception du cadre du bâtiment et par également l'usage qui sera prévu pour ces différents bâtiments. Donc, moi, c'est Christiane de Souza et j'interviens en tant que contrôleur technique. Et l'une des missions sur lesquelles nous nous portons de manière très spécifique, c'est la sécurité incendie dans le bâtiment. Au-delà de tout ce qu'on peut voir concernant le feu, c'est s'assurer que on pourra avoir en cas de sinistre, parce qu'on le dit toujours, dans un bâtiment, il n'y a pas la possibilité zéro sinistre, mais en cas de sinistre, d'avoir d'abord les personnes protégées et également les pièces essentielles du maître d'ouvrage qui sont protégées. Merci beaucoup. Merci, Madame de Souza. Je voudrais préciser que le webinaire est enregistré, donc l'enregistrement sera diffusé après sur notre chaîne YouTube et puis sur nos différents réseaux. Alors, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on peut attendre par risque incendie pour une institution de microfinance? C'est quelque chose, une institution financière hein, de façon globale. Quels sont ces risques auxquels elle pourrait être exposée? Comme vous-même vous l'avez dit, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, on pense au feu, mais s'il n'y a pas feu, c'est qu'il n'y a pas de danger. Oui. Généralement, une institution de microfinance a des archives. Elle a des archives et des personnes viennent souvent pour faire des réclamations, constituer des dossiers. Il y a un personnel qui est là en permanence. Dans certains cas, il y a des groupes électrogènes dans le bâtiment qu'habite la microfinance. Après, il y a peut-être des équipements électriques. C'est vrai, on ne sait jamais. Il peut se passer qu'un jour, quelqu'un aurait peut-être oublié de débrancher une rallonge dans la nuit et peut-être que l'eau s'est infiltrée dans une multiprise. Donc là, personne n'est là peut-être. Voilà un départ de feu, les archives de la microfinance brûlent, les documents essentiels brûlent, tout ce qui est à l'intérieur et au final, le lendemain matin, le temps d'appeler les sapeurs-pompiers pour venir à la rescousse, tout est déjà parti. Il peut y avoir également un cas où on est là, quelqu'un voulait détruire un document, il allume dans son bureau, il laisse, pensant que c'est éteint, mais malheureusement, ça fait prendre un rideau. Un rideau s'enflamme, il n'y a peut-être pas des mesures de premier secours à proximité, le feu se déclare, il y a des personnes à l'intérieur, on ne sait pas par où évacuer, la panique commence et là également, il peut y avoir des morts. Et quand c'est comme ça, les premières personnes impliquées sont les propriétaires ou les locataires du lieu. D'où l'intérêt pour une IMF de pouvoir comprendre les risques auxquels elle est exposée quand elle ne prend pas les dispositions nécessaires du point de vue sécuritaire et du point de vue conception de son bâtiment pour éviter qu'en cas de sinistre, on ne lui porte pas intégralement la responsabilité. Ok, à vous entendre, c'est vraiment pas un truc qui est complètement, comment on dit ça, auquel les institutions sont échappées, hein, ou bien n'importe quelle administration ou bien service peut être confronté à ça du jour au lendemain rapidement. Hein. Exactement. Un départ de feu, ça peut être dû peut-être à des câbles, un court-circuit, ça prend feu. On n'est jamais à l'abri du feu, que ce soit même dans sa propre maison en train de dormir. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque et on est appelé à faire en sorte qu'on réduise au possible, au maximum le risque pour éviter des pertes, que ce soit matérielles ou humaines. Alors, les institutions de microfinance, généralement, c'est des gens qui jouent entre, qui accordent une importance particulière au coût de leurs opérations. Donc, le choix des bâtiments pour habiter les agences ou bien la construction même des sièges n'obéissent souvent pas à toutes les règles. Qu'est-ce qu'elle doit faire, par exemple, pour la location d'une agence, pour l'installation d'une agence dans un espace public? Quelles sont les exigences de conformité
auxquelles elle doit faire attention avant de s'y installer? Avant de s'installer, je pense qu'une institution financière doit vraiment approfondir sa recherche. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas comme il y a 20 ans où on construisait directement les bâtiments, mais aujourd'hui, on met quand même plus de sérieux dans la conception du bâtiment, en y intégrant vraiment les différents aspects pour l'évacuation des personnes, les Mhm, différents aspects d'isolation, de mise en sécurité des bâtiments à risque. Donc, à ce sens, lorsqu'une IMF souhaite faire louer un bâtiment ou le faire construire, je parle d'abord du cas de la location, c'est mhm, premièrement faire un audit de lieu à louer. Vérifier si toutes les dispositions sécuritaires sont dans le bâtiment. Je veux parler en l'occurrence de la présence des extincteurs, la présence des BAES, c'est-à-dire des lampes de secours qu'on met pour l'évacuation, la présence de dégagement, c'est-à-dire de circulation conforme pour l'évacuation des personnes, l'identification claire et nette des sorties. Et mhm, après, on parle des extincteurs, du système d'extinction, du type de portes adaptées aux locaux qui seront mhm, utilisés comme des locaux importants. Parce que quand on parle de locaux importants, généralement, dans ce type d'ouvrage d'habitation, on parle beaucoup plus des salles archives. C'est des salles qui sont vraiment très à risque. Et dans le jargon de sécurité incendie, on les appelle des locaux à risque. Et pour entrer un peu techniquement, on dira que ces locaux à risque, en fonction de l'effectif qui est censé être accueilli dans le local à mhm, louer, il y a mhm. forcément des portes de type coupe-feu qu'il faut installer au niveau de ces locaux pour permettre l'isolement vraiment avec les autres endroits accessibles au public. Donc, dans le cas où le local de l'IMF n'est pas suffisamment en règle, l'IMF a la possibilité de demander soit au bailleur ou de prendre ça sous son propre compte, d'installer de ces genres d'équipements, des portes là où il faut mettre l'éclairage de sécurité, là où il faut, tout ça pour pouvoir prendre en compte la diminution du risque incendie. Et dans le cas où l'IMF souhaite construire, par exemple, son bâtiment, il faut que déjà, depuis la conception, tous ces aspects dont je viens de parler soient pris en compte. Là, on sait qu'on laisse un bâtiment au maître d'ouvrage qui est indemne, en tout cas qui est conforme niveau sécurité, qui n'a pas de problème et qui respecte réellement les règles en matière de secours et de protection des personnes et des biens en cas d'incendie. Donc, à vous écouter, bon, moi, d'habitude, quand je vais dans les agences, surtout les agences à l'intérieur du pays, la plupart des gens des institutions ne respectent pas les normes. Alors, parce que souvent, parfois, c'est des boutiques qu'on prend pour des raisons de coût et qu'on utilise comme ces points de service. Hein. Alors, Non, malheureusement, c'est comme ça, mais quel rôle les ça auditeurs, ne devrait pas être. ok. Quel rôle les auditeurs et contrôles techniques doivent-ils jouer dans la maîtrise des risques liés au bâtiment des gestions financières? Vous avez dit C'est ça doit être, justement ça. avant Oui, de s'y installer, il faut vraiment voilà. faire un audit. Au-delà de ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres choses que ces audits-là pourraient faire pour aider les institutions? Bien sûr, ces audits participent à la prévention du risque dans le bâtiment que l'IMF va habiter. OK. Et généralement, pour les normalisations et qualifications ISO, il y a l'ISO 31000 qui parle du management du risque. Tous ces éléments contribuent vraiment à permettre à certifier l'IMF qui prend en compte tous les aspects de sécurité incendie, risque incendie et comment les traiter et les mitiger. Donc, ça entre en compte dans l'ISO 31000. Mais OK. les audits, au fait, c'est beaucoup plus pour vérifier parce que même un contrôle, quand on le fait, ce n'est pas à vie, c'est Mhm. périodique. OK. Aujourd'hui, peut-être on passe, on vérifie tout, il n'y a pas de problème. Mais dans un an, ce n'est pas toujours les mêmes conditions. Il peut se faire qu'il y a eu peut-être un départ d'incendie, quelqu'un a utilisé un extincteur ou encore le système d'alarme s'est démarré. Donc, les audits et ces contrôles périodiques permettent
de vérifier l'état des systèmes, de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, de vérifier que tout se passe bien et qu'en cas de sinistre, on est assuré que le risque zéro est atteignable. Ok. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'un secteur, bon, généralement, on le retrouve hein, surtout au niveau des directions générales, on a ces genres de... Quel autre équipement de sécurité incendie, un point de service ou un siège d'IMF, d'institution financière, doit-il avoir au minimum? Le minimum qu'on demande, ce sont les extincteurs, Ok. notamment dans les halls. Suivant la surface, tous les 200 mètres carrés, on prévoit quand même un extincteur de type Tous les 200 mètres habité. carrés, Au minimum, c'est-à-dire au au minimum, minimum. tous les 200 Ouais. mètres carrés, il faut Dans un votre extincteur. expérience, est-ce que c'est respecté tous les 200 mètres carrés là? Est-ce que c'est vraiment respecté? Dans Malheureusement, ce votre- n'est pas respecté. Donc, on l'impose quand nous, on va faire des contrôles. De Ok. mettre dans les locaux qui font plus de 200 mètres carrés au moins un extincteur tous les 200 mètres carrés. Et par exemple, pour les locaux archives, prévoir un extincteur dans ce local en dehors de ce qui a été placé là-bas. Et par exemple, les locaux groupes électrogènes, les locaux salles serveurs pour ceux qui en ont, les locaux de tableaux divisionnaires, les locaux techniques, on exige d'avoir forcément dans tous ces locaux-là au moins un extincteur. Donc, franchement, Ça, dans les c'est le zones cas des sensibles, hein, petits bâtiments. là où il y a les serveurs, les archives, c'est les points sensibles, là, il faut forcément avoir des Forcément, inspecteurs là. Ok. forcément. Et Ok. quand on veut encore aller plus loin, les salles serveurs, Mhm. les salles avec data center, on Mhm. impose, suivant le nombre de personnes qu'on reçoit, d'avoir un système de détection automatique. Ok. Donc, même en cas de départ de feu, le système se déclenche. Donc, c'est tout un arsenal technique qu'il faut prévoir. Une Mhm. centrale incendie, des détecteurs, des déclencheurs manuels, tous ces éléments qu'il faut mettre, qu'il faut prévoir. Ok. Maintenant, quand on ne veut pas aller à ce niveau de protection que l'on recommande toujours, mais malheureusement qu'on n'arrive pas à obtenir avec nos prestataires ou bien nos maîtres d'ouvrage, à défaut, il est demandé souvent d'avoir des robinets appelés RIA. Ce sont des Mhm. robinets qu'on peut ouvrir pour déjà faire de longs jets d'eau sur Ouais, les feux. le En feu, ok. attendant peut-être, quand c'est vraiment très grave, que les pompiers ne viennent vous venir en secours avec leur camion. Bien. Ok, ok. Alors, souvent, bon, comme vous l'avez démontré, hein, les gens pensent que bon, ça ne va pas leur arriver. C'est pourquoi on ne peut pas. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment pour les institutions à mettre en place cette disposition en termes de protection des clients, de protection des employés? C'est vrai Oui, qu'il y a il y a les exigences de conformité, mais le fait de mettre ces choses-là, est-ce que ça a un effet, ça peut agir sur la protection des employés, des clients? oui, ça agit énormément sur la protection des employés et même du public. Parce qu'à certains égards, pour ceux qui sont vraiment pointueux et qui souhaitent Mhm, avoir des mhm, certifications, il s'agit de ces petits points sur lesquels les personnes normalisatrices ou les organes normalisateurs font mhm, vraiment un point de guerre. Parce que mhm, si vous n'avez pas un bâtiment qui est conforme, qui mhm, respecte les normes de sécurité, les normes d'évacuation, les normes de protection ou encore les normes même de construction, mhm. forcément, vous ne pourrez pas chercher à avoir un certain agrément. La Agrément. plupart des qualifications ISO aujourd'hui, que ce soit le 31000, le 9001, le 15000 et quelques, toutes ces normes-là, il s'agit de certains points qu'on check avant de les délivrer. Donc, Mhm, il en va d'abord de l'intérêt de l'IMF de les avoir si elle aspire vraiment à une certification ISO un jour. Et mhm, au-delà, c'est beaucoup plus pour protéger l'IMF. Parce mhm, qu'en cas de sinistre, mhm, les assureurs, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce que votre bâtiment répondait réellement aux normes? S'il ne répond pas aux normes, l'assureur se désengage. Il dit, bon, ce n'est pas ma faute, vous n'avez pas suivi ce qu'il fallait suivre. Donc, je ne vois pas l'intérêt de me sentir engagé à dédommager des gens. Dans ces cas,
c'est l'IMF qui est tenu responsable. C'est ça. Donc, pour éviter ces différents discordes un jour, qu'on ne souhaite jamais d'ailleurs, il est préférable de prendre le plus tôt possible les dispositions. Donc, vérifier est-ce que l'environnement de travail est sécurisé, est-ce qu'il est Justement, est-ce que approprié à la vie ces exigences sur la sécurité incendie là, font partie de la sécurité au travail pour le personnel? Parce Oui, que ça moi, fait comme vous partie l'avez également. dit, en termes dans les certifications, dans les audits, moi j'interviens beaucoup plus sur les questions de performance sociale, environnementale, protection des clients. C'est des éléments qu'on évalue, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que les exigences légales en matière de sécurité au travail euh, tiennent compte de ce que vous êtes en train de dire là, sur la sécurité incendie? Oui, ça en tient compte. Parce OK. que même dans nos différents codes pour la sécurité incendie, il y a des paragraphes qui nous disent de toujours demander au maître d'ouvrage d'aller même au-delà, même quand il a tout cet arsenal de sécurité, de penser à former le personnel. C'est vrai qu'il y a un personnel dédié pour la sécurité incendie qui surveille les départs de feu, qui intervient, qui fait les premières interventions en cas de départ de feu. Mais le personnel même doit être sensibilisé aux bonnes manières à suivre en cas d'incendie, à comment se comporter lorsqu'il y a un départ de feu, comment évacuer comment ça s'appelle, le bâtiment en question, comment tenir son calme en cas d'évacuation, les endroits où il faut partir, les endroits où il ne faut pas partir, comment se diriger. Donc, ça fait partie intégralement du suivi que l'on fait après la conception du bâtiment à l'exploitation pour permettre vraiment qu'en cas de sinistre, on ait vraiment zéro incident sur les personnes. Ok. Ah bon, comme je le disais, dans certaines activités que j'ai eu à mener, les inspecteurs doivent être vérifiés. Souvent, c'est pas fait à temps, hein. Est-ce qu'à ce moment, c'est pas des risques qui augmentent en cas d'incendie? Oui, c'est des risques. Parce que ne pas vérifier périodiquement ces extincteurs vous met devant un risque. Parce qu'en cas d'incendie, l'extincteur peut ne pas marcher. S'il marche, c'est un rasant, on dit Dieu merci. Mais quand il ne marchera pas et qu'une commission d'audit vient, vérifie que sur, parce que généralement quand on fait des contrôles d'un extincteur, il y a toujours une carte qu'on laisse avec la date de la prochaine vérification. Si Tout on à fait. constate que l'extincteur n'était pas conforme, c'est-à-dire qu'il n'a pas été vérifié à temps, ça fait partie des raisons pour lesquelles l'assureur peut se désengager. Du coup, c'est vraiment... Justement, les assureurs, parce que bon, les institutions financières généralement ont des assurances bâtiments, assurances sur la trésorerie, tout ça. Mais est-ce que les assureurs jouent leur rôle en matière au moins de prévention? Parce que tout ce que vous dites là, de mon expérience, je ne vois pas ça souvent. Est-ce que les assureurs attendent les sinistres pour interpeller les institutions, bien pour ne pas jouer leur rôle? Mais je ne sais pas trop. Malheureusement, c'est le schéma qui se dessine au Bénin. En théorie, l'assureur même, avant de vous donner une assurance, doit lui-même aller voir le bâtiment qu'il vous assure et vous dire, avant que je ne l'assure, j'ai besoin d'avoir tel dans ce bâtiment, tel qui est conforme. En général, les erreurs dont on parle, c'est quoi? C'est peut-être genre les évacuations des personnes, les distances ne sont pas respectées. Peut-être entre un point de sortie et le point de rassemblement, il y a plus de 50 mètres, ce qui n'est pas conforme. Les locaux à risque important ne sont pas bien isolés. Peut-être c'est un mur de 10 centimètres, vous avez mis bien une cloison simple, vous avez mis, ce qui n'est pas suffisant pour retenir le feu. Ça ne sert à rien. Ou encore, la porte qui est placée là n'est pas la bonne porte, c'est une porte métallique que vous mettez pendant qu'à ce moment, vous devez normalement mettre une porte qui est censée bloquer le feu. Ou encore, vous n'avez pas signalé correctement les sorties pour les personnes. On voit une porte, il n'y a même pas cette veilleuse qu'on appelle BAS qui permet de dire, voilà, c'est la sortie, sortez par là. Donc, c'est de ces erreurs que l'assureur, normalement, est censé vérifier avant de vous assurer. Malheureusement, ce n'est pas fait. Donc, je dis toujours au maître d'ouvrage, c'est vous qui voulez avoir gain de cause en cas de sinistre.
Même si un assureur ne vous fait pas toute cette checklist, Oui. il revient vous de votre devoir de prendre des savants, des sachants du domaine et de leur confier votre projet pour qu'ils vous disent ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Une chose est certaine, vous ne pourrez peut-être pas suivre votre budget, parce que c'est une sorte de budget également, parce que ça coûte Oui. vraiment cher, la sécurité, il faut le dire. Mais quand on Oui. pense au bien-être qu'on aura après, je pense que c'est un mal pour un bien. Bien. Donc, suivant vos budgets, vous avez la possibilité quand même de faire le minimum réglementaire qui est demandé pour vous protéger vous-même en tant qu'IMF, protéger votre personnel et protéger vos visiteurs qui viennent chez vous. Et également vous protéger en cas où un jour vous aurez malheureusement un sinistre et Oui. tous vos documents sont partis en fumée, ce qu'on ne souhaite pas. Ok. Alors, dans votre développement, vous avez beaucoup insisté sur le fait on doit beaucoup, déjà au moment de la construction du bâtiment, tenir compte de ces exigences-là. Quelles sont les erreurs que vous avez remarquées, vous, en tant que professionnel, en matière de construction, d'aménagement des bâtiments qui abritent les institutions financières ou les services et les entreprises chez nous? Généralement, les erreurs qu'on remarque, on va commencer par le plus basique, c'est les extincteurs par exemple. Mhm. Ils ne sont pas disposés dans les IMF, dans les locaux. C'est comme vous avez Mhm. dit, on peut peut-être une boutique qu'on aménage, qu'on Mhm. cloisonne avec des baies vitrées ou encore des... Éviter, exactement, oui. Voilà, Mhm. il n'y a pas d'extincteur dedans. Quelque part, dans ces mêmes baies vitrées, vous mettez un service archive là, plein de Mhm. documents là, et ce qui n'est pas possible. Parce qu'un service archive, par exemple, ou bien un local archive, c'est un local à risque important à cause du fort potentiel calorifique. C'est des documents, des papiers. Donc, si Ça jamais peut vite par brûler. malheur un feu départ là, c'est fini, ça brûle facilement. Et si vous Mhm. n'avez pas correctement isolé le local, le feu part directement dans les locaux à côté. Donc, C'était- c'est l'une des erreurs communes. Après, on constate que toujours au niveau des extincteurs, les visites périodiques ne sont pas faites. Donc, l'extincteur a déjà atteint sa durée de vérification. Ça n'a pas été Mhm. renouvelé, mais pourtant, c'est là. On constate également que dans les salles, par exemple les salles onduleurs, les salles serveurs, on ne dispose pas réellement d'un extincteur adapté au risque. Ça ne se fait pas, c'est comme ça, c'est une salle qui est là, c'est pas bon. Toujours pour ces locaux, par exemple, on constate par exemple qu'il n'y a pas de porte adéquate. En général, pour ces locaux, on demande de les isoler avec des murs d'une certaine épaisseur. C'est que ça dépend généralement du nombre de personnes qu'on accueille dans l'institution. Mais Mhm. au minimum, pour protéger ces locaux, c'est d'avoir des murs d'épaisseur au moins de 10 centimètres. De Ouais. 10 centimètres et des portes qui peuvent bloquer la propagation du feu, qu'on appelle porte coupe-feu. Coupe-feu. Mais malheureusement, ça ne se fait pas dans nos IMF. Ces gens, on prend juste, on cloisonne avec des parois vitrées, une porte avec la menuiserie à lui et c'est bon. Et là, c'est vraiment des problèmes. C'est des problèmes qu'on gère au jour le jour. Parce que quand on fait nos audits, on va voir nos contrôles périodiques ou bien nos contrôles techniques dans les bâtiments. Ce sont des recommandations qui reviennent très souvent. On constate que les maîtres d'ouvrage n'y prennent pas vraiment attention. Peut-être parce qu'on ne leur a pas expliqué le risque qu'ils encourent. Mais malheureusement, on est confronté à cela. Ce sont de ces erreurs qu'on a tous les jours. Ou encore, vous allez louer le local de l'IMF dans un bâtiment qui abrite différents types d'activités. Peut-être Mhm. à l'étage supérieur, vous avez un restaurant. À l'étage inférieur, vous avez peut-être des bureaux. De l'autre côté, sur le même palier, vous avez d'autres locataires qui font peut-être dans de l'habitation. Il y a des maisons à côté, on dort. Ces types de cohabitation, normalement, ne se font pas, sauf si on fait des isolements vraiment Mhm. conformes, c'est-à-dire il faut vraiment des parois pour séparer la communication entre ces différents bâtiments-là. Mais malheureusement, tout est là, c'est ouvert
quelqu'un peut partir de l'habitation, il entre dans l'IMF, il va au restaurant, c'est les mêmes, comment ça s'appelle, cheminements, ou bien voies que tout le monde emprunte, ce qui n'est pas normal. Ou encore les escaliers. Dans la conception, on voit des escaliers qui ne respectent pas les normes. La largeur de l'escalier est très petite. Ça ne permet même pas la situation de 3 personnes en même temps. Pourtant, dans le bâtiment, tout le monde va quitter l'étage supérieur, descendre. Donc, c'est de ces petites erreurs de construction qu'on voit souvent quand on va dans les audits. Et on se dit vraiment, on se demande comment c'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment le maître d'ouvrage ne s'est pas fait conseiller, à quel moment le professionnel n'a pas réellement su attirer l'attention du maître d'ouvrage et prendre en compte les dispositions de sécurité. Mais heureusement, au Bénin, depuis un certain nombre d'années quand même, on s'efforce. Et les maîtres d'ouvrage comprennent peu à peu. Et vous verrez même que dans les grands bâtiments aujourd'hui qu'on construit, le bureau de contrôle technique est là en permanence, toujours pour vérifier ces différents aspects. Ou encore un professionnel qui s'y connaît en sécurité incendie pour pouvoir dire au maître d'ouvrage, non, là, c'est pas bon, fais plutôt comme ça, prends cette disposition pour pouvoir avoir la conformité maximale que tu puisses avoir. Ok, c'est vrai hein, ce que vous avez dit, on sent, parce que ces dernières années, quand vous allez dans les institutions, vous voyez par exemple le plan d'évacuation, les points de rassemblement, tout ça. Exactement. Mais il faut des gens quand même pour les opérationnaliser au moment opportun. Alors, quelle importance faut-il accorder à la formation du personnel? Parce que cet aspect est un aspect important, parce qu'il faut Oui. avoir des gens capables d'actionner les inspecteurs quand il faut. Il faut des gens pour permettre à ce que l'évacuation du personnel des autres collègues, les collègues puissent se faire euh, avec le moins de dégâts possible. Quelle place la formation du personnel pourrait avoir par rapport à tous ces éléments importants hein, pour opérationnaliser les processus de gestion des risques, notamment incendie? Honnêtement, je vais parler en ma position de contrôleur technique. C'est la place numéro 1. C'est la place numéro 1. Parce que quand un incendie se déclare, ceux qui sont là, c'est le personnel. Le public n'est pas forcément aguerri à connaître les dispositions à prendre en cas d'incendie. Donc, le personnel doit être formé pour qu'en cas d'incendie, il puisse prendre rapidement les bonnes décisions, agir directement, ne pas perdre de temps et surtout évacuer en sécurité. C'est pour ça, en dehors même des formations que l'on donne aux personnes, c'est-à-dire, il y a de ces sensibilisations qu'on leur fait, un peu comme des réunions une fois par mois pour leur dire, voilà, en cas d'incendie, il faut prendre cette voie, ne pas se retourner, descendre, actionner tel déclencheur automatique ou manuel, actionner tel bouton, prendre l'extincteur, enlever la goupille, appuyer directement sur le feu. Ce sont des choses qu'il faut forcément donner au personnel. Mais de manière plus spécifique, il faut qu'il y ait un personnel dédié à ce travail-là. Donc, auquel on fait une formation particulière. Pour les bâtiments de grande envergure, on vous parlera des SIAP. Et dans le corps des SIAP, il y a les SIAP 1, les SIAP 2, les SIAP 3. Donc, les SIAP 1, c'est eux qui font peut-être les premières interventions. Les SIAP 2 chapeautent ceux qui sont au niveau du bâtiment à faire la ronde. Et les SIAP 3 chapeautent tous ces 2 autres niveaux. Donc, il faut surtout penser à former un personnel dédié d'abord. C'est que ça coûte beaucoup parce que c'est une formation qui se dispense, par exemple, à l'étranger. On n'a pas de centre encore agréé à former des SIAP au Bénin, par exemple. Donc, c'est un truc qui se fait à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est cher, mais pour le bien-être de votre IMF, de votre construction, c'est réellement nécessaire d'en avoir et de former également votre personnel pour qu'ils sachent comment se défendre le temps que les secours ne viennent. Parce qu'on a un problème ici au Bénin, c'est que les sapeurs-pompiers ne sont pas proches de nous. Leurs casernes sont souvent très éloignées de nos bâtiments. Et c'est même pour ça qu'en construction, même quand on est en conception,
Quand on leur envoie des dossiers pour avis, ils vous demanderont de prévoir des bâches à eau incendie là que vous pourrez utiliser en cas de feu, le temps que eux-mêmes ne viennent vous relayer. Ah Donc, oui. la formation, c'est réellement primordial. C'est quoi vous appelez bâche à eau? Ce sont de grands réservoirs que l'on Ah, ok. prévoit pour stocker Mhm. De de l'eau l'eau, qui ok. sera utilisée pour éteindre les flammes en Mhm. attendant que les sapeurs-pompiers Le ne viennent. pompier n'arrive. D'accord, Exactement. d'accord, ok. Super. Donc, pour vous, les ressources humaines jouent un rôle important dans la gestion des risques incendies. C'est vrai Exactement. que vous en avez parlé déjà, lorsqu'il y a plusieurs entreprises ou services qui occupent le même bâtiment, comment gérer les risques. Parce qu'effectivement, on voit hein, des bâtiments multifonctions qui sont loués, surtout à l'intérieur du pays où il n'y a pas beaucoup d'opportunités. On préfère rester dans une habitation pour mettre ses services. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est risqué parce que euh, les fonctions, enfin, les activités qui se passent dans chacun de ces bâtiments ne sont pas les mêmes et que ça peut être source de risque d'incendie plus que d'autres et ça, vous pouvez être contaminé. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Ok. La mutualisation des activités. Bon, nous, on parle généralement en termes d'activité. Par Mhm. exemple, l'habitation, c'est une autre catégorie d'activité. La restauration, c'est une catégorie d'activité. Les bureaux, c'est une catégorie d'activité. Le commerce, c'est une catégorie d'activité. Les sports, les loisirs, c'est une autre catégorie. Dans les cas où vous êtes obligé de rester dans un bâtiment pareil, ce que moi je conseille toujours quand je vais faire des audits, c'est de prendre ces précautions. Mhm. Le bailleur, dans ce cas-là, premièrement, lui, il est tenu de respecter ces différentes cohabitations en prenant les dispositions. L'isolation des murs avec les bonnes épaisseurs, des portes adaptées à bloquer la propagation des flammes en cas de feu, des systèmes d'extinction automatique. Parce que quand quelqu'un dort dans un bâtiment et qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent, au-delà déjà de 1500, de 100 personnes, de 500 personnes, on vous exige même d'avoir des systèmes de détection automatique. Donc, il y a de ces cas comme ça où on demande toujours au bailleur de faire quand même le minimum réglementaire pour isoler clairement les différentes activités qu'il y a dans le bâtiment. Maintenant, dans le cas où il n'arrive pas à le faire, je dis toujours, il revient à l'IMF de prendre ses responsabilités. Quand vous voyez que c'est vraiment pas avantageux, vous avez dépensé plus que vous ne devez dans la mise en conformité du bâtiment, laissez-le trouver mieux. Ok. Trouver mieux parce que c'est vraiment très coûteux. Ça, je reconnais, c'est pas à la portée De de tout le monde. tous, Mhm. mais le minimum quand même reste à faire. Mais quand même, je trouve que certains maîtres d'ouvrage se plaignent souvent que voilà, c'est coûteux. Mais comparativement à l'économie en matière de perte de documents que vous aurez, Mhm. de perte en matière de personnel, de perte en matière de rentabilité, parce que quand il y a un sinistre, l'agence sera forcément fermée. Mhm. Tout Donc, à fait. comparativement à tous ces détails, je pense que on peut fermer les yeux et mettre les moyens à disposition. Mais si malheureusement vous voyez que c'est vraiment pas possible, je vous conseille toujours de chercher un bâtiment qui répondrait au mieux aux exigences normatives. Ok. De préférence, n'allez pas prendre un bâtiment dans lequel vous avez les maisons à habiter quelque part, d'autres types Mhm. d'activités, et vous mettre votre bureau à l'intérieur. Bien. Ça ne suit pas forcément les mêmes règles d'aménagement, Mhm. les mêmes règles d'isolation et de protection. Parce que quand Ok. c'est comme ça, peut-être que dans votre cas, vous êtes dans un établissement à type de bureau, on n'est pas aussi exigeant. On vous demandera Mhm. peut-être d'avoir des murs de 10 centimètres, des portes qui coupent le feu pendant 30 minutes. Mais du fait qu'il y a des gens qui habitent dans le bâtiment, on peut vous exiger être encore plus contraignant. Au lieu Mhm. d'avoir la porte qui fait 30 minutes, on peut passer à 2 heures. Ok. On peut avoir le mur qui passe à 20 centimètres. Juste Ouais. parce que vous n'avez pas isolé
ceux qui sont dans le local à sommeil de vous qui êtes dans le bureau. Donc, c'est des paramètres qu'il faut vraiment voir, je trouve, et analyser et prendre en compte avant de prendre un local. Ou encore, si vous voulez faire une construction, ça c'est encore bon. Vous avez la liberté d'aménager comme vous voulez. Du coup, on n'est pas aussi exigeant en matière d'isolation. On sait que c'est spécialement dédié à vous. Donc, on ne se casse pas la tête à chercher la réglementation la plus compliquée pour vous. On est vraiment dans du light, du simple, du minimum réglementaire que l'on suit avec vous. Ok. Merci beaucoup. Hein. Et alors, comment les clients, parce que c'est comme on le dit, c'est des services ouverts à une clientèle. Et quand on prend aussi la microfinance, c'est souvent des gens d'un niveau, d'un profil donné. Comment on peut les sensibiliser sur les règles de sécurité sans pour autant perturber leur accueil au niveau de l'institution? Pour ça, c'est là que interviennent généralement ces signalétiques qu'on met un peu partout dans le bâtiment. Les points de rassemblement, le cheminement à prendre, les différentes baies qu'on met là pour afficher les sorties. Donc, ces plans que l'on met avec ces consignes de sécurité, celui qui vient dans l'IMF est censé les lire. Il les lit et en prend connaissance. Il sait où est-ce qu'il est et il sait par où il peut sortir en cas de panique ou en la sécurité et les dispositions de sécurité au cœur de l'activité des IMF pour permettre au personnel, à l'IMF et même aux visiteurs qui sont les plus concernés, parce qu'eux ne maîtrisent peut-être pas votre bâtiment, ils ne savent pas où aller, pour leur permettre de pouvoir sortir indemne sans le moindre dommage. Pourquoi vous dites que c'est des gens d'un certain niveau. Donc, j'imagine quelqu'un d'un certain niveau vient se faire blesser. S'il est assez rancunier, il ne veut pas comprendre, il vous assigne un procès, il aurait raison. Parce que vous n'aurez pas mis dans le bâtiment les consignes de sécurité minimum pour lui. Et là commenceront les dégâts et les différents allers-retours. Donc, le minimum, c'est de faire la signalétique réellement adaptée pour le bâtiment. Les plans d'évacuation. Dans le cas des institutions où les clients, la plupart du temps, ne savent ni lire écrire, et comment on gère ça? Dans ces cas, c'est pour ça qu'il faut former un personnel de sécurité. En cas de sinistre, celui-ci, il est habilité à montrer la voie aux autres. Messieurs, calmez-vous, c'est un cas particulier, je vous prie de vous diriger de tel côté, restez en rang, allez par tel endroit, passez par telle porte. C'est aussi le travail que font les SIAP, mais c'est assez coûteux, comme je le dis, et je dis toujours le minimum, c'est de mettre au moins ces plans de signalétique pour pouvoir indiquer. Peut-être rendre ça un peu plus, comment on appelle, un peu plus captivante, hein, au lieu d'avoir des choses très simples, avec des petites des figurines pas très expressives. On peut penser aussi à un truc plus expressif qui capte l'attention des gens. C'est vrai, certaines personnes le font. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces signalétiques sont normatives. Voilà. Okay, donc, on ne peut pas prendre, même quand mais ça nous plairait, de mettre par exemple un dessin animé, un dessin qui ne soit pas conventionnel. Oui. Il y a, par exemple, pour chaque élément, un sigle, un schéma que l'on donne. Donc, le simple fait de changer peut-être pas forcément de changer, mais c'est d'ajouter peut-être à côté quelque chose de plus expressif. Oui, on peut mettre à côté peut-être un mot ou encore, si possible, moi je l'ai déjà vu quelque part, certaines personnes mettent comme des bandes audio qui passent en boucle dans différentes langues, en français, en anglais, en fond, en goût, pour indiquer en cas de sinistre, prenez tel, suivez les instructions de telle personne. Ça, c'est des alternatives que l'on propose. Mais de là, vouloir changer la signalétique pour pouvoir me faire plus accessible, non. On peut peut-être taper un test à côté, prendre des bandes audio que l'on repasse, certaines vidéos que l'on met pour expliquer un peu à côté dans les rôles, pour voir un peu comment se passe. Des alternatives que l'on peut proposer. Ok, merci beaucoup, Madame de Souza, hein, pour ces éclairages sur la question.
peut-être un dernier mot avant de passer la parole aux participants. OK. Merci beaucoup encore pour votre attention. Je vous remercie, M. Fonton, pour les questions. Donc, la sécurité, comme je veux le rappeler, c'est pas juste le départ de feu. C'est pas juste protéger comment ça s'appelle, les équipements du feu. Ça concerne également le maître d'ouvrage, en l'occurrence les IMF qui reçoivent du public, comment ils vont protéger leur personnel, comment ils vont protéger le public qui vient à eux, et également comment faire en sorte que leurs bâtiments répondent au minimum réglementaire pour qu'en cas de sinistre, ils soient protégés et assurés par l'assurance. Ça permet vraiment de sauvegarder le patrimoine de l'IMF, de sauvegarder tout ce qui est propre à l'IMF et de la couvrir. Donc, ça permet également de vraiment choisir avec diligence et tact le bâtiment dans lequel on souhaite rester. C'est vrai que on dit la sécurité n'a pas de prix. C'est vrai qu'on se plaint souvent que c'est assez cher, c'est trop cher, mais je pense, je dis encore une fois, comparativement aux pertes que vous aurez lorsqu'il y aurait un sinistre, juste fermer les yeux et faire le minimum réglementaire qui est nécessaire avec les audits périodiques et les vérifications périodiques qui sont demandées vous garantit quand même d'être à l'abri du pire. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, vous avez la possibilité de poser vos questions. Votre micro, vous pouvez l'activer. Alors, si vous avez des préoccupations pour notre intervenante, levez la main et allez-y. Si vous avez des questions pour Madame de Souza, c'est le moment de vous exprimer. Vous pouvez activer votre micro. Allô, vous nous entendez? Oui, bien entendu, nous vous entendons. Ok, est-ce que vous avez une préoccupation pour Madame de Souza? Oui, entre autres, c'est juste connaître un peu. C'est vrai que le feu, sinon l'incendie se déclenche de diverses manières. Et, peut-il avoir les différentes interventions également par rapport à l'origine du feu qui se Ok, déclenche? ok, Est-ce il y a plusieurs manières de pouvoir intervenir par rapport à l'origine du feu? ok. Madame de Souza, vous avez une réponse à ça. Est-ce que les manières d'intervenir sur les incendies peuvent être liées à la manière dont elles sont survenues? Oui. Par exemple, un feu qui se déclare à cause d'un câble électrique qui a pris feu, Mhm. c'est au premier abord prendre un extincteur, mais un extincteur de type CO2. Il est Ah, plus adapté au feu électrique. ah. Donc, Donc, quand vous avez... ça devient sérieux là. Donc, ce qu'on a là, ce que nous avons comme extincteur là, est-ce que ça tient compte de ça? Non, ça c'est le problème, parce que tous les extincteurs ne vont pas partout. Pas tout, Vous ne ouais. pouvez pas Ok. prendre des extincteurs à eau pulvérisée pour aller éteindre un feu électrique. Vous ne pouvez pas Ouais. prendre un extincteur polyvalent pour aller éteindre un feu ordinaire. Donc, Ah. suivant le type de feu, par exemple, les feux électriques, c'est les poudres, les feux à poudre, les feux qui Mhm. se déclarent peut-être dans un hall, un extincteur Mhm. à eau pulvérisée, ou Mhm. encore dans un data center, un extincteur à poudre. Ah. Maintenant, il y a des types qu'on appelle extincteurs polyvalents. Les Mhm. polyvalents, par exemple, c'est les cas où on a des rôles. Dans ces Mhm. cas, oui, on peut utiliser des polyvalents. Mais par exemple, quand on est dans un tableau divisionnaire qui prend feu, ou Mhm. encore une armoire électrique qui prend feu, c'est forcément un CO2 à utiliser pour l'extincteur. C'est
Donc, Alors, suivant donc, également le local, vous devez mettre le type d'extincteur adapté. peut-être qu'il faut, ok. Donc, la question de Moïse est très pertinente, hein, ça vient vraiment montrer Effectivement. que on n'intervient pas sur tous les feux de la même manière. Non, 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 pas du tout. Et si le feu est externe à l'institution, c'est-à-dire, on a vu ces derniers jours chez nous ici où l'essence fluoratée a bousillé des façades, comment on réagit en ce moment-là? Déjà, le problème se situe à la conception. Il n'est pas normal, par exemple, l'essence frelatée comme ça, non loin de votre bâtiment. Le minimum de distance que l'on conseille, c'est d'avoir 8 mètres. Quand on ne peut pas avoir ces 8 mètres-là, on s'assure que la façade est en équipement et matériaux qui permettent de bloquer le feu pendant au moins 30 minutes, voire 1 heure. Donc, si un feu d'urgence se déclare et qu'on a dit à moins de 8 mètres, on est déjà dans un cas de non-conformité. Non-conformité, ok. Parallèlement, cette station ou encore cet endroit où on vend l'essence devrait normalement avoir un extincteur à proximité ou encore un bac à sable. Avec le bac à sable, on peut directement projeter le sable sur le départ de feu. Donc, vous, en tant que IMF, si vous voulez vous protéger, vous avez un employé ou bien des employés qui sont formés. Parce que c'est ça. Tout le monde peut pas se lever à aller prendre un extincteur. Il faut être formé pour ça. Ok. Quelqu'un qui est formé peut se permettre d'aller éteindre le feu pour éviter qu'il n'y ait de propagation chez vous. Mais si ce n'est pas le cas, malheureusement, le pire va arriver et votre façade va prendre, vu qu'on ne respecte pas forcément les isolements et les mesures au niveau des façades, le feu se propage facilement dans l'intérieur de votre bâtiment et le problème demeure. Alors, les formations chez nous, où est-ce qui sont ceux qui les offrent? Parce que je sais qu'il y a la CNSS qui fait ça souvent pour certaines institutions. Je ne sais pas si les sapeurs-pompiers aussi sont mis à la contribution. Qui peuvent offrir ce genre de formation dans les pays? Ces genres de formations ne sont pas des formations vraiment très compliquées. Les sapeurs-pompiers en font, ils en font, mais également les bureaux de contrôle technique. En l'occurrence, celui dans lequel je suis, on fait également de ces formations. Ça s'appelle les formations de premier équipementier pour permettre à des personnes d'être habilitées à intervenir sur les premiers feux en attendant que les secours n'arrivent. Okay. D'accord. Et ça doit être régulier, hein? Ce n'est pas une fois en passant. Hein? Non, ce n'est pas une fois en passant. C'est vrai, c'est une formation qu'on donne, mais il faut se renouveler. Parce qu'on suppose que vu qu'on ne pratique pas ça tous les jours, la mémoire a peut-être oublié, donc à des périodicités, il faut refaire ces formations. Généralement, c'est tous les ans, il faut les organiser. Mais il faut des tests on aussi, fait hein, avec ce qu'on a. des sortes de crash tests pour voir si les gens ont les bons réflexes. C'est ça. Okay. Donc, il faut vérifier si ça va encore. Est-ce que tu te rappelles de comment on dégaine l'extincteur? Tu te rappelles des premiers soins à donner? Comment prendre en charge un départ de feu? Donc, chaque année, on recommande toujours de faire cette formation à son personnel. OK. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions pour Madame de Souza? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame de Souza? Allô? Bon, je ne sais pas. Apparemment, il n'y a plus de questions. Il y a plus de questions. Ouais, voilà. Merci. Donc, on va vous laisser encore un peu la parole. Si qu'est-ce que vous avez pour conclure votre intervention cet après-midi avec nous? Alors, pour conclure aujourd'hui, je vais encore me répéter. La sécurité incendie, ce n'est pas que pour faire joli. Ce n'est pas que pour vous faire dépenser. C'est le minimum. Ce n'est pas, par exemple, en sécurité, on vous dira que voilà, vous ne pouvez pas prendre un extincteur à eau pour éteindre un feu électrique. C'est toujours dans la sécurité qu'on vous dira
Il vous fera mettre peut-être des lampes pour indiquer les évacuations pour votre personnel ou bien pour votre public. C'est toujours dans ça qu'on vous dira quand vous allez faire votre construction ou bien amener dans votre local, prévoyez des portes qui bloquent la circulation ou la propagation du feu. Prévoyez des murs d'une certaine épaisseur. Mais c'est surtout pour les IMF, je le dis toujours, un des critères pour lesquels ils ont des difficultés à avoir leur certification. Parce que la mise en conformité de leurs bâtiments qu'ils occupent leur revient vraiment très cher. Et généralement, ils jettent l'éponge. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. S'ils visent vraiment leur certification ISO, en l'occurrence la 31000, il faut réellement qu'ils mettent le paquet, qu'ils s'assurent que la sécurité du bâtiment qu'ils occupent est réellement assurée et que les risques sont mitigés. Nous sommes là pour vous aider à cet effet. Donc, c'est pas un truc vraiment impossible. Il ne faudrait pas qu'ils soient effrayés de le faire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait dans leur bien. Alors, sur cet aspect, qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous avez comme service que vous pouvez proposer aujourd'hui? Parce que la plupart des institutions, en dehors de quelques-unes, où les sièges, la plupart de leurs points de service, c'est des locations. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez à proposer comme service dans ce sens pour nos institutions? Dans ce sens, nous proposons souvent des audits diagnostiques, audits diagnostiques des bâtiments avec des rapports qui vont avec pour vous dire les différentes démarches pour la mise en conformité de votre local. Parallèlement, nous offrons également des formations en sécurité incendie pour les premiers équipementiers, c'est-à-dire les premiers intervenants sur les feux. Également pour la sécurité au travail, pour ceux qui sont dans un certain domaine où il faut forcément faire des travaux particuliers, l'accompagnement à la mise en œuvre de ces travaux. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie, le plaisir était mien. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant pour moi, hein, personnellement, d'apprendre beaucoup de choses sur votre intervention. Ça montre qu'en termes de sécurité, on est des petits joueurs. Hein, on fait semblant, on dirait. Malheureusement, mais bon, on fait l'effort désormais. Je ne vais pas être ingrate envers les maîtres d'ouvrage. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. On va être positif. Oui. OK, merci beaucoup. Alors, je voudrais vous rappeler un peu nos prochaines offres de formation. On a l'affaire pour les techniques efficaces de prospection des emprunteurs de crédit. C'est aujourd'hui la fin des inscriptions. Le second sur la FEP, porte sur une formation en présentiel, bien sûr, qui porte sur la gestion et l'animation d'un service de risque et conformité, c'est en septembre. Donc, nous serons très heureux de vous recevoir vos collègues à ces formations. Merci à tous ceux qui ont pris le temps pour être avec nous cet après-midi. Nous allons vous envoyer les différents supports, le lien pour suivre la vidéo, après la vidéo de la séance, après cette séance, bien sûr. Donc, merci à Madame de Souza pour la disponibilité, pour l'intérêt sur cette question. Et ça montre que quand même, il y a des choses à faire, notamment au niveau du secteur de la microfinance, en termes d'audit, de formation, d'accompagnement à la certification sur les questions de sécurité au travail, de sécurité incendie. Merci à tous, bon après-midi et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.